Il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent et les abeilles sont de sortie. Et c'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Les ruches dont ces abeilles sont issues passeront-elles l'hiver? Et que peut-on faire pour les y aider? Quelque chose qu'on peut d'ores et déjà retenir, avant même d'y avoir répondu, c'est que c'est maintenant, au printemps, là où la marge de manœuvre est la plus grande, qu'il convient de commencer à réfléchir à ces questions, et non pas à l'orée de l'hiver. Pour l'apiculteur, l'enjeu consiste à trouver un équilibre entre récolter du miel et faire survivre les abeilles. Parce qu'il y a deux approches polarisées qui sont inacceptables, autant l'une que l'autre. D'un côté, si l'apiculteur récolte tout le miel, il garantit une mort certaine à toutes ces abeilles. C'est hors de question. Mais de l'autre côté, pour l'apiculteur, ne jamais récolter de miel, eh bien c'est ne jamais récolter de miel. Pour quelqu'un qui veut faire profession de l'apiculture, ça n'a pas tellement de sens. Et on comprend donc qu'entre ces deux approches absurdes, il existe quelque chose comme un juste milieu. On parlera d'équilibre. Dans cette quête d'un équilibre, trois questions principales surviennent. La première, est-il judicieux de procéder à ce qu'on appelle une division, pour éviter un essaimage malvenu? La deuxième, aujourd'hui, est-ce un bon jour pour récolter le miel? Et la troisième, est-il judicieux de procéder, maintenant, à un nourrissement, d'apporter du sucre aux abeilles de manière à favoriser leurs chances de survie? C'est par le prisme de ces trois questions que nous allons véritablement entrer dans le vif du sujet. Pour comprendre comment répondre à ces questions de manière optimale, la meilleure chose à faire est de comprendre comment les abeilles se débrouillent sans nous, sans notre intervention. C'est seulement à partir de cette compréhension que va pouvoir émerger un modèle, dont nous reparlerons, un modèle qui va nous aider à comprendre quelles sont les meilleures actions que l'on peut prendre à un moment donné, dans des circonstances données. Alors comment les abeilles se débrouillent-elles sans nous? Eh bien, il s'avère que les abeilles sont elles aussi à la recherche d'un équilibre, comme pour l'apiculteur. Mais cette fois, c'est un équilibre entre la récolte de pollen et la production de miel. Pourquoi donc? Eh bien parce que d'un côté, le pollen sert essentiellement à faire augmenter la population. Le pollen contient des protéines qui, digérées par certaines abeilles, va pouvoir servir à nourrir des larves qui deviendront bientôt des abeilles. De l'autre côté, le miel sert d'énergie de tous les jours. Il est utile, par exemple, pour que les abeilles puissent voler. Il est aussi utile pour maintenir une température convenable dans la ruche. Et il faut bien comprendre que pour la ruche, il s'agit forcément d'un équilibre. Là où de l'énergie est dépensée à récolter du pollen, c'est de l'énergie qui ne peut pas être dépensée à produire du miel, et réciproquement. Il s'agit donc forcément d'une répartition, ou encore de ce qu'on appelle un équilibre. Comment les abeilles font-elles pour trouver cet équilibre? Les abeilles se réunissent-elles dans des consortiums où les plus intelligentes d'entre elles débattent, discutent jusqu'au calcul précis de la quantité d'énergie à répartir sur tel ou tel poste? C'est très improbable. Mais toujours est-il qu'elles le trouvent, cet équilibre, les abeilles. Et en fait, c'est le principe de survie même qui les y guide. Ce même principe de survie qui fait qu'elles produisent dans leur ruche des cellules hexagonales. Ce n'est pas le fruit d'un calcul, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une optimisation de l'énergie et donc de la probabilité de survie. Ainsi, dans cette vidéo, on ne va pas chercher à comprendre le comment de l'équilibre miel-pollen. On va toujours supposer que les abeilles sont en quête de cet équilibre, cela de manière à maximiser cette fameuse probabilité de survie. À partir de cette simple idée, selon laquelle les abeilles sont à la recherche d'un équilibre miel-pollen, va émerger un modèle de leur comportement idéal en 5 étapes. Première étape. Si une ruche se débrouille pour récolter plus de pollen ou pour produire plus de miel, elle augmente de ce fait sa probabilité de survie. Deuxième étape. On peut maintenant inverser ce qui vient d'être dit. À un moment donné, pour gagner 1% de probabilité de survie, il va falloir récolter une certaine quantité de pollen ou bien produire une certaine quantité de miel. Troisième étape. Il y a, à un moment donné, une correspondance parfaite entre la récolte d'une certaine quantité de pollen et la production d'une certaine quantité de miel. La monnaie commune, le facteur commun, étant le gain d'une certaine probabilité de survie. On pourrait ainsi dire, par exemple, que la production de 30 grammes de miel, à un moment donné, correspond exactement à la récolte de 10 grammes de pollen, cela dans la mesure où l'augmentation de probabilité de survie qui en résulte est la même. C'est notre facteur commun, notre unité, notre monnaie commune. Quatrième étape. Muni de cette monnaie commune, on dispose donc, à un instant T, d'une véritable économie de la ruche. On est capable d'attribuer une certaine valeur à un champ de lavande, à une forêt de châtaigniers, à un point d'eau, ou encore à un verger en fleurs. Cela puisque chacune de ces ressources correspond
à une potentielle augmentation de la probabilité de survie de la ruche. Cinquième et dernière étape. À partir de là, en imaginant que les abeilles font tout pour survivre, il est assez facile d'en déduire leur comportement idéal. Pour cela, il suffit d'imaginer que les ressources sont classées par ordre décroissant de valeur. À partir de là, la ruche devrait envoyer des abeilles pour exploiter de manière optimale la première ressource. S'il reste des abeilles disponibles, il faudrait exploiter ensuite la deuxième ressource sur la liste, puis la troisième, la quatrième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'abeilles disponibles. Bien sûr, on ne peut pas garantir que les ruches vont se comporter comme ça. Il peut y avoir des ressources qui ont été mal estimées, des ressources qui n'ont même pas encore été découvertes par la ruche. Mais si la reine des abeilles était omnisciente, qu'elle avait fait une thèse en mathématiques, en physique, en biologie, en apiculture et en économie, c'est exactement comme ça qu'il faudrait qu'elle se comporte. Cela de manière à maximiser sa probabilité de survie. Nous venons de produire ce que les scientifiques appellent un modèle. À présent, il est possible de répondre de manière éclairée aux 3 questions qu'on se posait tout à l'heure. Les questions qui concernaient la division, la récolte de miel et le nourrissement. En effet, maintenant qu'on dispose d'une idée très précise de comment les abeilles devraient se comporter sans nous, du moins dans un comportement idéal, il est possible, et c'est là l'objet d'une petite boîte noire qui sera l'objet d'une vidéo à part entière, il est possible de construire un graphe qui représente la probabilité de survie d'une ruche à la veille de l'hiver en fonction de la quantité de miel qu'elle contient et de la quantité d'abeilles qui y résident. Par exemple, vous pouvez observer que sur un tel graphe, s'il n'y a pas assez de miel, on est presque sûr que la ruche ne passera pas l'hiver. Vous pouvez observer, à un autre endroit du graphe, que s'il y a bien trop d'abeilles dans la ruche ne passera pas non plus l'hiver, parce qu'il n'y aura pas assez de miel pour les nourrir. Ce graphe, ce sera l'objet d'une vidéo à part entière. Pour l'instant, tâchons d'expliquer comment répondre aux 3 questions qu'on se posait dans l'introduction de cette vidéo à partir du graphe. Dans l'économie de la ruche, ou plutôt de l'apiculteur, le prix réel d'une récolte, c'est un produit. Le produit de la diminution de probabilité de survie qu'a causé la récolte, ce qui se voit sur le graphe, et du prix réel d'un essaim, tout simplement. Par exemple, si la récolte a fait diminuer les chances de survie de l'essaim de 10%, eh bien la récolte a moralement coûté 10% du prix d'un essaim. Si on part sur un essaim qui vaut environ 200 francs, la récolte aura donc coûté quelque chose comme 20 francs. Et donc, à la question « quand récolter du miel ?», la réponse naturelle est « quand le miel coûte le moins cher pour la ruche ». Autrement dit, quand la récolte de miel a l'impact le plus faible sur la probabilité de survie. C'est une convergence d'intérêts entre les intérêts de la ruche et les intérêts de l'apiculteur. Quand est-il judicieux de procéder à un nourrissement ? Eh bien là, c'est exactement l'inverse. Le nourrissement est le plus pertinent lorsque le coût du miel est le plus élevé. En effet, si le prix du miel est élevé, cela veut dire qu'une récolte aurait un impact considérable sur la probabilité de survie de la ruche, et donc que les abeilles auraient beaucoup de mal à remplacer le miel qu'on aurait prélevé. C'est donc un excellent moment pour procéder à un nourrissement. Les abeilles feraient un très bon usage du sucre qu'on leur apporterait. Quel est le meilleur moment pour procéder à des divisions pour mes ruches ? Là encore, le modèle permet de répondre simplement à cette question. La division est pertinente dès lors qu'en moyenne, il y a plus de colonies survivantes après division qu'avant division. Et à partir de ce modèle et de ce graphe, on peut faire encore mieux. On pourrait constituer des cartes qui estimeraient le nombre maximum de ruches qu'il est judicieux d'implanter à un endroit donné, ou encore qui pourraient évaluer la prospérité potentielle d'une ruche à cet endroit, ou encore qui pourraient estimer le coût de production réel d'un kilo de miel. On pourrait aussi développer une application mobile qui permettrait à l'apiculteur d'accéder à ces fameux graphes dont on vient de parler, et qui pourrait l'orienter dans ses prises de décision, qu'il s'agit de diviser, de récolter ou de nourrir. Tout cela paraît extraordinairement enthousiasmant, mais je le sais, spectateurs attentifs, et peut-être même apiculteurs attentifs, il vous reste au moins une question. Comment obtenir ces fameux graphes à partir desquels on pourrait savoir le meilleur moment pour procéder à des divisions, pour faire une récolte ou pour procéder à un nourrissement ? Les ruches sont toutes différentes, les environnements sont tous différents. Comment ces obscurs calculs pourraient-ils s'appliquer à mes ruches ? Eh bien, répondre à ces questions, c'est tout l'objet du projet Happy Thrive. Ce projet, à la croisée des chemins entre l'apiculture, les mathématiques, la physique, la biologie et l'économie, est un projet en cours de développement. Il va s'agir, pour nous, de récolter des données afin de personnaliser les graphes dont nous avons parlé, en fonction de l'emplacement de tel ou tel rucher. Notre ambition est aussi de complexifier le modèle graduellement, en y intégrant des paramètres dont on n'a pas parlé, comme par exemple les frelons qui attaquent les abeilles, les pesticides qui les désorientent, ou encore les abeilles sauvages avec lesquelles il convient de vivre en harmonie.
Si le projet vous intéresse, nous vous invitons donc à laisser votre adresse mail sur la page de contact, à échanger avec nous sur cette même page, ou encore dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je vous l'assure, nous prendrons le temps de vous répondre. Enfin, cela va sans dire, nous serions ravis que vous nous aidiez à diffuser ce projet. Que ce soit avec un petit pouce, un abonnement, ou mieux encore, un partage avec une personne de votre entourage susceptible d'être intéressée, cela nous aiderait considérablement. De mon côté, j'aurai encore bien des choses à vous raconter sur les tenants et aboutissants de ce projet. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Je crois que c'est l'heure de mon nourrissement. Merci pour votre attention.